Bonjour tout le monde, bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, pépère, à la cool. Je ne vais pas vous parler d'une lecture récente aujourd'hui, mais je vais plutôt m'amuser à vous faire un petit tour d'horizon des différentes lectures VO que j'ai pu avoir ces dernières semaines, ces derniers jours. Et puis l'intérêt en fait de toutes ces petites lectures VO, c'est qu'évidemment c'est des titres que vous allez voir arriver en VF dans les semaines, mois à venir. Et puis en même temps, au milieu, je vous ai glissé une petite relecture VF vintage. Et c'est pareil, ça, d'ici la fin de l'année, il y a pas mal de trucs qui vont sortir autour de ce titre. Et on va en parler aussi brièvement. Je ne vous cache pas que sur chacun de ces titres, on va y aller d'une manière extrêmement succincte. Et puis moi, ça va surtout me permettre d'amorcer certains sujets. Et puis peut-être de temps en temps de digresser un tout petit peu pour vous donner mon avis sur certains sujets. C'est parti. Je vous ai fait un petit classement. On va commencer du pire, de la merde molle, la lanterne rouge, pour finir à ce que j'estime être, selon moi, le plus intéressant. Alors attention, c'est jamais que mon avis. C'est tout à fait en droit de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème avec ça. Le but de ces vidéos, c'est de me faire plaisir de donner mon avis, et puis surtout de pouvoir amorcer des discussions qu'on peut avoir ensuite dans les commentaires. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tout particulièrement, je le fais peut-être pas assez, mais j'essaie quand même de le faire régulièrement. Dites-moi si je vous remercie assez. Mais je trouve que c'est vraiment important pour moi en fait de pouvoir vous lire en fait dans les commentaires, lire vos avis, etc., etc. Et j'ai très régulièrement en fait des avis qui sont extrêmement bien construits, extrêmement développés. Les mecs prennent un temps vraiment important pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice en fait. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est ne vous contentez pas, à mon sens, de simplement regarder la vidéo, mais aussi regardez les commentaires parce qu'il y a tout un tas d'avis contradictoires, parfois non, mais ça permet en fait de nourrir la réflexion de chacun et c'est vraiment un vrai plus. Et je vous en remercie en fait de nourrir les commentaires de chacune des vidéos parce que c'est génial. Soit par de temps en temps des petites blagues, ou enfin on s'en fout, peu importe. Mais vraiment, et c'est pas un truc où ça fait du référencement et tout, on s'en bat les couilles, on n'en est pas là. Mais je trouve qu'à chaque fois ça permet d'avoir une photographie, un instantané en fait de la vie un petit peu de la communauté. Oh mon dieu, il y a une communauté. Et enfin, je trouve ça vraiment super intéressant. Parenthèse mise à part, on peut commencer à parler du bon dernier. Ouh là là qu'il est vilain. Planet Hulk World Breaker. Ça sort le 16 août, si je dis pas de bêtises, du côté de chez Panini Comics, 120 pages, 19€. Plaf. Tu l'as pas vu venir le 19€. Si, on l'a tous vu venir, parce que plaf, on les prend bien dans la gueule, les 19 balles à chaque fois. Au scénario, Greg Pak sur Planet Hulk. Greg Pak qui doit effectuer, si je ne dis pas de bêtises, son 64e retour sur Planet Hulk, grosso modo. Greg Pak, Greg, si tu passes par là, je te donne un indice, tu peux écrire autre chose. Je pense que tu en es capable. À un moment donné, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Et il va falloir être capable de changer autre chose. Autre truc très très sympa en fait à retenir sur cette VO, c'est le titre, de quelle manière il est formé pour attirer les lecteurs les plus anciens, et puis surtout pour mettre en avant en fait ce qui a marché. Planet Hulk, écrit en très très gros, et World Breaker, écrit en tout petit. Parce que c'est avec le gros Planet Hulk qu'on va essayer d'attirer les gens qui ont aimé Planet Hulk et qui pourraient se faire avoir comme moi. Enfin, normalement, voilà. Moi, je suis un peu un ceinture noire. Normalement, je suis pas censé me faire avoir. Mais je me suis fait niquer, mais quelque chose de propre. Et c'est pas impossible que j'aille aussi sur la VF. Ne cherchez pas. Je vais souffrir pour vous. Parce que c'est le complétisme débile que je peux avoir juste sur ce personnage-là. Mais vraiment, si vous aimez Planet Hulk et que vous avez simplement envie de prolonger cette petite expérience, relisez Planet Hulk. Voilà. Mais n'allez pas là-dessus, c'est pas la peine du tout. C'est très mauvais. Au dessin, c'est Garcia. Je pas plus d'infos. Très bien, le dessin. Et pas plus de... Rien à dire dessus. Voilà, sympathique. Et l'histoire... Pour vous la faire en très très court, on se retrouve sur le monde de Planet Hulk, la planète Sakaar, dans 1000 ans dans le futur, et puis pan la bagarre. Fin. Voilà, on n'ira pas plus loin sur ce titre, c'est catastrophique, mais j'aurais d'autres choses à dire en fait sur le principe de ce genre de publication, mais je vais vous faire un petit packaging avec un pack, avec la lecture suivante. Puisque, comme vous le savez, Peter David il y a quelque temps, a sorti plusieurs mini-séries
autour d'un avatar de Hulk, le Maestro. On a eu à chaque fois des 100% en VF. Où pour moi c'était bien de la merde, mais voilà, hein, c'était de pire en pire, plus on avançait, plus c'était de la merde, pour arriver au dernier 100%, les enfants, écoute-moi bien, mais alors, délicatessen, du caca, mais catastrophique, nul. Et puis bah, j'ai quand même été sur la VO de son nouveau titre, puisqu'il nous a proposé en VO Joe Fixit. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas forcément, Bruce Banner, l'incroyable Hulk, The Incredible Hulk, a une personnalité multiple. Et suivant ces personnalités, et ben voilà, Hulk a des gueules et des personnalités en fait différentes. Et Joe Fixit est un avatar qui est apparu à l'époque en 88, 89 si je ne dis pas de bêtises, et pendant le run de Peter David, et si vous voulez, c'est le Hulk gris. Donc c'est un Hulk très intelligent, très machiavélique, qui a quand même un certain sens son code de l'honneur, ce qu'on pourrait certainement rapprocher du code de l'honneur un peu de la mafia, dans les délires des séries et tout, hein, parce que dans la réalité, en termes d'honneur, il n'y a pas d'honneur chez les voyous, mais bref, ça chacun pense ce qu'il en veut. Mais enfin bon, voilà, il est dans ce délire-là, et puis c'est l'époque où il travaille à Las Vegas pour Monsieur Berringhetti, qui tient un casino, etc. etc. C'est un personnage de Fixit qui a réellement marqué les lecteurs. Et je dois avouer que moi j'ai toujours dit que ça me semblait intéressant en fait d'avoir des gens qui sont en capacité soit de faire une mini, une maxi, peut-être plus une maxi, ou même carrément un run, un ongoing sur le personnage de Joe Fixit, et qui avait pas mal de choses à raconter autour de cet avatar de l'incroyable Hulk. Et puis surtout pour pouvoir euh, permettre de raconter des histoires différentes. Je trouve que c'est un personnage qui peut être vraiment vraiment intéressant. Et donc bah, j'ai été là-dessus avec ce petit espoir, et sans être de la merde absolument inqualifiable. C'est juste on s'en fout complètement en fait de ce qui se passe là-dedans. Ça n'apporte rien puisque ça change pas grand-chose, et c'est juste une petite histoire de Joe Fixit, il y a un petit peu de Spider-Man, un petit peu le Caïd, etc., etc. Ça fait du bien par où ça passe, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Pour moi, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Et comme pour Planet Hulk World Breaker, l'objectif en fait de ces mini-séries hors continuité, etc., etc., c'est vraiment de draguer en fait les plus anciens des lecteurs, d'essayer de faire venir les anciens lecteurs, ceux qui ont aimé ces personnages-là il y a 20-30 ans, et puis tout simplement de les faire passer à la caisse. Et ça, si vous voulez, c'est là où pour moi en fait il y a un très très gros souci, mais vraiment en fait gigantesque. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais à quel moment Marvel, la maison des idées, a cessé en fait d'avoir des idées? Parce que ces deux titres-là sont pour moi complètement antinomiques de ce que sont les comics de super-héros et de ce qu'est Marvel. Et je vous explique pourquoi d'une manière assez brève. Pas du tout, ça va être très long. Normalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des auteurs qui arrivent et qui s'approprient en fait le travail qui a été fait auparavant par des grands anciens, voilà, des Peter David, des Stan Lee, etc., etc., et qui sauraient à un moment donné faire évoluer ces personnages, les faire grandir, et puis raconter tout simplement des histoires autour de ça. Moi, j'ai aucun problème, puisque je l'espère, je l'attends, en fait, qu'on puisse me raconter des histoires autour de Joe Fixit. Aucun problème. J'ai aucun problème avec l'idée qu'on puisse me raconter des histoires avec le maestro. Au contraire, je le demande, vraiment, c'est pas un souci. Mais pas des choses dénuées de sens ou de profondeur, mais dans l'idée de ce que sont les comics. On se réfère à ce qui a été fait par le passé, et puis en fait on construit dessus. J'ai pas de problème qu'on retourne sur la planète Sakaar, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, si tu me fais revenir pour la 18e fois Greg Pak, et que pour la 18e fois Greg Pak il a rien à dire, mais en fait vous foutez de notre gueule. C'est vide, c'est vide. Et vraiment, je ne vois pas l'intérêt pour vous. Moi, évidemment, je suis un complétiste de Hulk, donc évidemment, je vais dessus. Mais je ne vois pas l'intérêt, en fait, pour les gens qui aimeraient simplement ces personnages ou qui voudraient en découvrir un petit peu plus sur cet univers de Hulk, le Hulkverse. Je vois pas l'intérêt, en fait, pour vous d'aller là-dessus. Je peux pas vous le conseiller. C'est vide, c'est nul, ça n'apporte rien. Et c'est ça que je trouve le plus dramatique, c'est qu'on ne construit plus, on ne propose plus de nouveaux trucs, on essaie simplement de nous vendre de la nostalgie. Et c'est mais pathétique.
on n'avance pas en fait avec de la nostalgie. Alors, c'est vrai qu'on peut souvent se dire, de par mes critiques, mes avis, que ce soit sur les films ou ce genre de trucs, que je suis quelqu'un d'assez nostalgique. Mais c'est pas ça en fait l'idée. C'est pas en fait d'être nostalgique d'une époque, mais je dirais peut-être plus nostalgique d'une méthode. D'une méthode où il y avait vraiment des gens qui aimaient les comics, qui se les appropriaient et qui proposaient des trucs nouveaux. Quand Peter David il arrive sur Hulk, il s'approprie en fait le personnage et il construit dessus. Et quand Peter David part, que Paul Jenkins arrive, il s'approprie le travail, notamment de Peter David, et puis il construit dessus, et ainsi de suite. Et c'est cette accumulation de construction qui fait qu'au final, ton personnage ressemble à un gigantesque millefeuille absolument sensationnel. Ça n'apporte rien, c'est du vent, c'est de la merde, c'est vraiment... C'est, au contraire, c'est même dégradant pour ce qui a pu être fait en fait par le passé. Et alors évidemment, je comprends Peter David et Greg Pak qui vont sur des trucs comme ça vraiment pour le pognon, parce que je me doute que c'est pas pour la grandeur du personnage, qui sont là vraiment pour prendre leur chèque. Mais moi, je trouve ça vraiment problématique qu'on soit en capacité en fait de faire ce genre de trucs. Et il y en a plein des trucs comme ça. J'ai vu passer Silver Surfer. Legacy ou je sais pas quoi, Warlock des années 90, pareil, tu prends tous les titres des events, Heroes Reborn, voilà. On est vraiment dans une espèce de nostalgie absolument rédhibitoire. Ouh, il a placé rédhibitoire. Et c'est pas comme ça, à mon sens, qu'on va garder déjà les vieux lecteurs, parce que ils ont connu ce qui s'était fait avant et ils veulent pas le revivre en fait, ils veulent vivre de nouvelles expériences. Et je ne pense pas qu'on va réussir à faire venir tout un tas de nouveaux lecteurs avec des trucs qui ont été faits et puis en fait on refait des trucs mais en moins bien. J'ai du mal à imaginer un nouveau lecteur arriver et dire j'ai lu Planet Hulk, World Breaker, et c'était trop bien, je me mets au comics. Ça peut arriver, mais je pense qu'on sera pas 150 sur cette ligne, en toute honnêteté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ça me tenait un petit peu à cœur quand même d'en parler, et c'est chose faite. Donc la dernière fois, j'ai eu le plaisir de recevoir Max Faraday pour une histoire de fan de comics. C'est vrai qu'on a beaucoup de similitudes en fait dans nos parcours, notamment vu nos âges. Et c'est vrai qu'on a tous les deux été extrêmement marqués par l'arrivée d'images en fait à l'époque, et notamment des publications Cyberforce, Wildcat, Gen 13. Moi, je dis Gen 13, lui il dit Gen 13. Et tout ça m'a donné envie de relire du Wildcat, notamment parce que ça va ressortir du côté de chez Urban au mois de novembre. Et là, il faut qu'on en parle aussi avant qu'on s'attarde un petit peu plus là-dessus. Ça doit faire plus de 20 ans que j'avais pas lu les Wildcats. Et vraiment, on va en parler après. Au mois de novembre, donc du coup, ça sort du côté de chez Urban, mais Urban, ils nous font un mois Wildcats. À moins que ça bouge d'ici là, mais il va y avoir un tome 1 avec le début de Jim Lee, le tome 2 avec encore du Jim Lee, et ensuite, le même mois, ils nous sortent en fait un tome 0 Wildcats Evolution avec Alan Moore et Travis Charest, qui est ni plus ni moins en fait la suite. 3 tomes Wildcats au mois de novembre. Alors, je pense que c'est pour les Noël, les enfants, si vous voulez faire plaisir à votre papa, achetez-lui peut-être les Wildcats, ça peut être un bon délire pour lui quand ça va sortir, mais je m'interroge en fait sur la stratégie. Les 3 tomes comme ça, bam, d'un coup, pas dilué dans le temps, d'un côté ça fait beaucoup, et puis d'un autre côté, ça me donne un petit peu l'impression de voir Urban qui fait all-in, tapis. Vas-y, on balance tout, on regarde pas, parce que si jamais il balance le tome 1 et que ça marche pas, on n'aura pas forcément le tome 2 et encore moins le tome 0. Donc je me dis que c'est certainement Urban qui doit se dire allez, on sort tout d'un coup, comme ça au moins c'est fait. Pourquoi pas, je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Et donc ça m'a permis de replonger en fait dans ces vieux trucs. Parce que moi ça je l'ai vu arriver, ça date de juin 95. Mon mois de naissance, 95, j'avais 13 ans quand j'ai vu arriver ça. Et pour moi c'était une immense claque, Wildcats, Gen 13, tout ça, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on avait, c'est même pas l'impression, c'était un fait, un nouvel univers de super-héros qui allait commencer en fait devant moi. J'avais l'occasion de débuter un univers, et c'était mais tellement en fait dans son époque. C'était tellement
j'allais dire c'était tellement le présent, mais en fait pour moi c'était extrêmement futuriste en fait tout ce qu'il y avait là-dedans, et j'en garde vraiment un excellent souvenir. J'ai pas tout lu en fait des Wildcats de l'époque, Gen 13 oui, j'ai vraiment tout lu, mais j'en gardais si tu veux un, un excellent souvenir, et en même temps un petit peu teinté par toutes les réflexions que je peux entendre sur ce qu'étaient les années 90. Oui, la sexualisation du corps de la femme, patin, couffin et tout. Et c'est pas pour vous raconter des histoires ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu vois là, par exemple, on a cette magnifique double page où tu vois Zélote. Moi, c'est pas en fait, c'est pas ses fesses en fait qui m'intéressent. C'est le côté extrêmement badass de cette guerrière qui, la page juste d'avant, vient d'éclater un mec en lui plantant un boomerang en fait dans la tête, mais plein fer. Plan. Et voilà, et c'était juste absolument magnifique à voir. Et c'était pas, oui, on sexualise le corps des femmes, ou oui, un peu si tu veux, ouais, forcément. Mais en même temps, quand tu regardes le corps des mecs, j'en vois pas un qui a des bourrelets disgracieux. Hein. Ils ont tous des bons gros costumes bien moulants, ils ont tous des poses bien badass, et voilà, ils sont tous exagérément musclés, beaux, enfin voilà, enfin je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre, tout en étant d'accord que de temps en temps, on a été vraiment trop loin dans la sexualisation du corps des femmes, ça je l'entends aussi, mais c'est quand même à la marge. Et puis, j'ai toujours quand même un peu de mal, tu vois, quand je lis des trucs sur Twitter, je sais pas s'il y en a parmi vous, mais des gens qui disent, par exemple, que J. Scott Campbell, qui est un artiste que j'affectionne tout particulièrement, il devrait plus avoir le droit de faire des covers parce qu'il sexualise le corps des femmes, et pas... Ah ouais, enfin voilà, on a des gens qui, sous un principe de progressisme, veulent interdire des artistes. C'est un concept. C'est un concept. Et je vous avoue que c'est pas le mien. En fait, pour interdire un artiste, il faudrait vraiment qu'il tienne des propos racistes, machin, etc., etc. Et dans ce cas-là, bah ouais, de fait, en fait, je pense que c'est important qu'il trouve pas de maison de publication. Mais si le mec il dessine une paire de fesses, qu'on puisse plus en fait lui donner de boulot, je trouve ça un peu choquant. L'autre truc en fait que je voulais dire aussi avant de passer un petit peu plus à la qualité de cette histoire, j'ai relu en fait que les deux premiers, hein. Donc 4 épisodes si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas une vidéo où je vais revenir sur tout avec. C'est dur à dire. C'est pas une vidéo pendant laquelle je ne vais pas revenir sur l'intégralité de Wildcats. C'est pas impossible que je le fasse d'ici le mois de novembre. On va voir. Mais ouais, à l'époque en fait la qualité d'impression. Les mecs qui m'avaient fait quand même rigoler parce que sur la couverture, donc en carton, l'histoire elle commence directement sur la couverture. Et ça nous embêtait pas plus que ça hein, à l'époque. Hein. Mais sinon, moi j'aimais beaucoup en fait ce format. On en a parlé aussi de ce format avec Max Faraday dans Histoire de fans de comics. Et je trouve que ce serait peut-être quelque chose à revoir pour refaire un peu une imitation de Floppy à la française. Voilà, une idée comme ça. Et donc pour revenir sur la qualité de ce titre, évidemment, les principaux reproches qui sont faits à ces titres, c'est d'avoir des scénarios qui ne sont pas suffisamment profonds et travaillés, et qu'on mettait surtout en fait la part belle en fait au graphisme et au dessin. Peut-être que c'est peut-être pas suffisamment travaillé au niveau du scénario, même si je dois vous avouer que sur les 4 premiers épisodes, moi ça m'a toujours autant convaincu, et je trouve ça toujours aussi bien. Et puis surtout, c'est vraiment un marqueur de cette époque. Et si vous aimez les comics, si vous aimez les comics de super-héros au sens large du terme et au travers des décennies, eh ben je trouve que Wildcats, Gen 13, toutes ces publications-là sont vraiment un marqueur extrêmement important de ce qu'était l'industrie, de ce qu'a essayé de devenir l'industrie en fait à cette époque. Et c'est absolument magnifique. Les dessins de Jim Lee sont évidemment absolument gigantesques, merveilleux, dans tous les sens du terme. Enfin, c'est vraiment un kiff, et j'ai hâte de voir arriver ça en fait chez Urban, et je pense très sincèrement que je vais craquer pour l'intégralité de tout cet homme, très sincèrement, parce que pour moi c'est vraiment très très bon. Et si on peut trouver et reprocher que le scénario n'est peut-être pas assez travaillé, frérot, lis ça, et après tu compares avec Wildcats, et ça,
Ça, c'est oscarisable, ça, en termes de scénario comparé à ça. Donc, si tu veux, je veux bien qu'on critique ça, mais quand t'as mangé de la merde auparavant, dis-toi que ça, c'est quand même du caviar. En toute honnêteté, hein. Faut pondérer un petit peu ses avis, à mon sens, suivant les échelles de merde qu'on peut avoir autour de nous. Bref. Donc voilà. L'autre truc dont je voulais vous parler, putain, alors là, par quel bout, en fait, je vais vous l'aborder, celui-là. Junkyard Joe. Il était une fois Geoff Johns, qui s'ennuie, peut-être un petit peu chez DC, à une certaine époque, et qui décide, à un moment donné, d'écrire une mini-série avec Gary Frank, mon dessinateur préféré, qui s'appelle Geiger. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, quand je lisais les VO, quand la VF est sortie. Voilà, gros titre que je soutiens, parce que j'aime beaucoup cette histoire, et que j'ai trouvé ça, évidemment, c'est Gary Frank, extrêmement bien dessiné. On peut ne pas aimer le trait de l'artiste, ça c'est pas un souci, hein. Ça c'est vraiment propre à chacun. Mais quand même, il faut reconnaître que c'est quand même un putain de dessinateur, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a du travail derrière. Il faut quand même le reconnaître. Et le truc que j'avais vraiment vraiment apprécié en fait avec Geiger, c'est qu'au final, à la fin de Geiger, tu peux lire Geiger en te disant j'ai simplement lu ma mini-série et puis hop, je vais en rester là. Mais quand même, il te fait comprendre à la fin de Geiger que Geoff Johns, il a envie de créer un univers étendu. Mais pas un univers étendu, pas avec des histoires qui vont toutes se passer à la même époque. On a une espèce de frise chronologique qui nous est présentée à la fin de Geiger, et à la fin, on comprend qu'il y a tout un tas de personnages qu'on a déjà commencé à croiser en fait pour certains, mais vraiment pas pour la majorité d'entre eux. Il y a tout un tas de personnages qui sont apparus au fil de l'histoire des États-Unis et qui ont eu en fait à un moment donné une importance. Des gens spéciaux, des gens, voilà, des The Unnamed, des gens sans, enfin voilà, les sans nom, et des gens avec à chaque fois des capacités particulières. Geiger, c'est une espèce de mec atomique, et à l'intérieur de Geiger, eh bien, on voit apparaître un personnage, un robot, qui s'appelle Junkyard Joe, et dans cette deuxième mini-série, ça sort le 1er septembre à 21€ du côté de Urban, 170 pages, si je dis pas de bêtises, toujours Gary Frank au dessin, toujours Geoff Johns, c'est ni plus ni moins Geoff Johns qui nous propose de s'arrêter en fait sur l'histoire, l'origin story encore d'un de ces personnages de son univers. Et alors, je suis obligé d'y aller en deux temps, mais je vais y aller d'une manière très très courte parce que là aussi, quand ça va sortir en septembre, je veux dédier une vidéo particulière dessus parce que à mon sens ça le mérite. Mais encore une fois, c'est une mini-série d'un personnage qu'on a pu voir dans Geiger. Cette mini-série en tant que telle, je la trouve très bonne. C'est important pour moi d'essayer de ne pas vous survendre le titre. Je préfère mettre de côté en fait tout l'amour que j'ai pour Geoff Johns et Gary Frank, parce que c'est quand même à chaque fois mon scénariste préféré avec mon dessinateur préféré qui collabore. Donc si tu veux, nécessairement j'ai un petit peu le cœur en émoi à chaque fois, et j'ai toujours très très envie en fait d'être dithyrambique sur ces titres. Je le pense sincèrement quand je suis dithyrambique, mais c'est pas forcément un service à vous rendre en tant que lecteur, parce que je peux peut-être par mes mots faire naître des attentes en vous, des espoirs que vous ne retrouverez pas forcément à l'intérieur, parce qu'on n'a pas le même rapport avec ces artistes. Pour certains si, pour d'autres non. Donc voilà, je préfère rester le plus simple possible, et puis en même temps voilà, le plus discret, parce que j'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus en profondeur dans une vidéo au mois de septembre. Pour moi en fait cette mini-série en tant que telle, elle est très bonne, elle est bien, il n'y a aucun problème, mais le plus intéressant à mon sens, ce n'est pas tellement l'histoire. Voilà, les dessins de Gary Frank sont merveilleux, je vous ferai le pitch après, mais c'est plutôt la construction d'univers qui est en train de nous proposer Geoff Johns, et que j'ai pas forcément vu arriver, et que j'ai compris à la fin de Junkyard Joe. Et je ne m'attendais pas à ça. Et ça, en fait, il va falloir que je vous le développe, mais dans la vidéo qui viendra spécifique sur Junkyard Joe, parce que, à mon sens, c'est pas simplement une succession de mini-séries qu'il est en train de faire, il est en train de construire véritablement un nouvel univers super-héroïque. Est-ce que vous avez envie de suivre un nouvel univers de super-héros ? Je n'en sais rien. Je pense que ça va être une série qui va être en France, je ne sais pas aux États-Unis, je ne connais pas le marché, mais ça va être difficile en fait de l'implanter, en toute honnêteté,
parce que déjà le marché il est peut-être un tout petit peu saturé, et puis parce que c'est long en fait à sortir. Entre Geiger, Junkyard Joe, c'est long à mettre en place, et tu sens qu'en fait que Geoff Jones, il n'a pas du tout envie de cramer ses cartouches. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, si vous aimez en fait les univers de super-héros, la construction, le world building et tout ce genre de trucs, c'est que vous avez un maître en la matière, Geoff Jones, qui est un maître en la matière de world building. On a pu le voir dans Flash, Justice League, Green Lantern. Il est passionné par ça et mon Dieu qu'il est talentueux là-dedans, qui s'attelle à construire son univers à lui. Et je ne peux pas m'empêcher en fait de me dire, quand je vois en fait de quelle manière il construit son univers, que c'est peut-être de cette manière-là, en termes de technique narrative, que c'est peut-être de cette manière-là qu'il aurait aimé construire le futur de DC Comics à un moment donné. Mais ça, on se garde cette idée en tête, et je vous en parle dans une vidéo où il y aura du spoil et tout dédié à Junkyard Joe. Le pitch de Junkyard Joe, il est simple, on a déjà vu ce robot dans Geiger, donc dans un futur apocalyptique. Là, on revient aux origines de ce personnage, et c'est en 1972, pendant la guerre du Vietnam, que ce personnage est apparu, ce robot est apparu. Et donc, on va commencer cette histoire en 1972, où tu le vois arriver au Vietnam. Je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'on va aller bien au-delà du Vietnam après. Il y a d'autres personnages qui viennent se rajouter à cela, et c'est vraiment, vraiment intéressant, mais je reste le plus cryptique possible. Pour moi, de tout ce que je lis en ce moment, qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus dans les trucs actuels, je parle pas des relectures anciennes, mais dans les trucs actuels, très facilement, en fait, c'est cet univers-là qui m'intéresse le plus, bien évidemment. Parce que déjà, il n'y a pas forcément foule de concurrence en termes d'univers de super-héros. Vraiment. Marvel et DC, je les trouve véritablement à la ramasse. Et là, on est sur quelque chose de nouveau, de neuf, avec des personnages où il y a plein de références à la pop culture que moi j'ai pu connaître par le passé. Et je le trouve vraiment intéressant. Junkyard Joe, ce robot, en toute honnêteté, putain, comment vous dire, je le trouve un petit peu inspiré de Iron Man à sa création, le côté Vietnam, robot, armure, tout ça. Je le trouve forcément inspiré un petit peu de Terminator, parce que quand il se met en marche, Wasabi, rien ne l'arrête. Et je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un petit côté Wall-E. Voilà, le dessin animé Pixar, etc., etc. Pour moi, c'est prodigieux, c'est génial, c'est un immense kiff. Je ne sais pas du tout quels seront les futurs projets de Geoff Jones autour de cet univers. Mais peu importe, je vais le suivre, parce qu'il nous a planté quelques petites graines comme il sait le faire, où moi je suis resté avec la mâchoire qui pendait, et j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir, et j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller, Geoff Jones, dans un univers où il n'a aucune entrave. Aucune. Il n'est pas chez DC, il n'est pas chez Marvel, il est dans son propre univers, et sa limite, c'est sa seule imagination. C'est tout. Il y a un artiste qui n'a aucune entrave, qui aime construire des univers de super-héros, et qui nous propose ça. Prends ton temps. Prends tout ton temps. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas pressé. Mais vraiment, voilà, peu importe ce qu'il proposera, j'irai dessus. Parce que pour moi, qui aime les univers de super-héros, c'est une pépite ce qui est en train de se faire, et ça mettra peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais je suis sûr et certain, vraiment ça j'en suis convaincu, que ça va être très très dur à implanter en France, pardon, mais je suis convaincu que dans 5, 10, 15 ans, il y a tout un tas de gens qui diront « Wow, mais cet univers est génial, c'est fou !» Parce qu'il y aura beaucoup plus de lectures qui seront accumulées, et ils auront une vision globale. Et que là, pour l'instant, on a peut-être encore un petit peu trop la tête dans le guidon pour ne pas s'apercevoir de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je suis en train de vous le survendre en vous disant que pour moi, on est en train de vivre un moment historique des comics ? Peut-être, mais en tout cas, moi j'y crois et je l'espère. C'est la fin de cette vidéo. J'ai été long ? Ah oui, j'ai été long. Et je m'en excuse. J'ai essayé d'être le plus cryptique possible, mais en même temps de vous donner soit envie, soit de vous donner mes différents avis. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, dans les commentaires pour en parler. Je vous souhaite de bonnes vacances. Il reste encore une vidéo à sortir, où ce sera mes lectures que je compte emmener en fait en vacances pour m'occuper. On va en parler un petit peu aussi de ça. Et puis on se retrouve, quoi qu'il arrive, très très vite dans les rubriques de G. A bientôt, salut.